Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons faire le pouce sur ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire poursuivre les révisions, mais surtout approfondir les notions acquises jusqu'à maintenant. Avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le panneau calque, puisque celui-ci comporte plusieurs calques et chacun de ceux-ci est nommé selon la notion qui sera vue. Donc commençons par contour et pointillé. Pour appliquer un contour sur une forme, il s'agit de sélectionner la forme et, dans notre cas, nous allons aller dans le panneau Propriétés. Pourquoi? Eh bien, rappelez-vous que le panneau Propriétés, à lui seul, comporte plusieurs autres panneaux, tels que le panneau Transformation, Aspect, Alignement, Pathfinder, etc. Dans la section Aspect, vis-à-vis le mot contour, je peux donc ici appliquer une valeur. Dans ce cas-ci, je vais lui donner une valeur de 4 points. Si je veux en changer la couleur, je n'ai qu'à aller à gauche du bouton contour et ici, donc, à l'aide du nuancier, mettre la couleur désirée. Ensuite, le bouton contour ici nous donne le panneau contour qui, lui, a plusieurs autres options. Une des options les plus convoitées étant l'option pointillé. Cette option pointillé nous permet de paramétrer les tirets et les espaces. Je peux indiquer avec mon clavier ici une valeur précise et je peux également, à l'aide des flèches de mon clavier, augmenter ou diminuer la longueur de ces tirets. Je peux contrôler également donc l'espace entre chacun de ces tirets. Donc ici, on peut voir qu'est-ce que ça peut nous donner comme résultat ici, avec plus ou moins de distance. Et je peux même ici, paramétrer le tout pour avoir des résultats complètement différents. Et là, ici, si je zoome un petit peu, on peut voir que j'ai vraiment donné une allure très spécifique à mon contour. Je vais retourner donc maintenant dans mon panneau contour. Je vais retirer tout ceci. Donc, je vais enlever les valeurs partout, sauf là où il est indiqué tiret. Maintenant, comme vous pouvez sans doute le voir, le contour de gauche a les extrémités arrondies et les coins arrondis également. Pour pouvoir régler le tout, eh bien, il s'agit de se rendre dans le panneau contour et là où il est indiqué aspect, eh bien on peut facilement changer l'extrémité carrée qui est appliquée par défaut par l'extrémité arrondie. Et voilà maintenant donc le tout est arrondi. En ce qui concerne les coins ici, qui sont donc bel et bien en coin, en sommet, eh bien si nous changeons l'angle de pointe à arrondi, eh bien voilà, nous avons donc maintenant obtenu le résultat désiré. Rendons-nous maintenant dans le calque qui se nomme transparence et aspect. Alors, dans celui-ci, nous allons voir comment contrôler la transparence des objets à plusieurs égards. Rendons-nous encore une fois dans le panneau Propriétés et dans la section Aspect, eh bien, nous pouvons voir que il y a donc ici un bouton opacité et ainsi qu'une valeur d'opacité que nous pouvons appliquer sur nos objets. Donc, si je sélectionne ici, par exemple, mon carré et que je donne une valeur de, par exemple, 50%, eh bien, on peut voir que mon carré en entier, fond comme contour, eh bien, est maintenant transparent à 50%. Si, donc je remets le tout à 100% et que je clique sur le bouton opacité, nous avons donc maintenant le panneau opacité qui nous offre plusieurs autres options que nous verrons un peu plus tard dans la session. Pour l'instant, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur le bouton normal qui, lui, nous donne des modes de fusion tels qu'on peut les avoir dans Photoshop et InDesign. Donc ici, si j'utilise le mode obscurcir, produit, éclaircir, peu importe, j'ai donc des résultats différents selon le choix. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose d'assez cool. Nous l'avons vu là, nous avons donc appliqué ici un pourcentage d'opacité à l'objet au complet. Mais sachez tout le monde qu'il est possible de le faire sur le contour et sur le fond de manière indépendante. Et pour ceci,
on doit se servir du panneau Aspect. Donc, dans la section Aspect ici, si on clique sur les 3 petits boutons en bas à droite, eh bien, comme on peut le lire, ça va ouvrir le panneau Aspect. Et dans ce panneau-ci, eh bien, regardez bien, nous avons le contrôle total sur l'opacité générale de la forme, mais également sur la couleur et l'opacité du contour et du fond de manière indépendante. Donc ici, par exemple, dans la section contour, si je clique sur opacité, eh bien, je peux, par exemple, donner une valeur de 50% seulement sur le contour, 25% seulement sur le contour. Si je remets le tout à 100%, eh bien, nous pouvons remarquer qu'il est également possible de contrôler les modes de fusion du contour seulement. Si je veux changer la couleur de mon fond, je peux le faire à partir d'ici. Et si je veux donc changer l'opacité de mon fond, je peux le faire ici également. Maintenant, j'aimerais vous montrer une dernière chose par rapport au contrôle du fond et du contour. Il s'agit de la fonction décomposer. En fait, si je me rends dans Objet, eh bien, on peut voir ici qu'il y a décomposé l'aspect. Si je clique sur ceci, eh bien maintenant, je viens de séparer le fond du contour. N'est-ce pas merveilleux, mesdames et messieurs? Rendons-nous maintenant dans le calque nommé dégradé. Alors, pour pouvoir se faire des dégradés, nous avons toujours besoin de la combinaison de 2 choses, l'outil dégradé et le panneau dégradé. L'outil dégradé étant la touche G, G ici pour dégrader. Et maintenant, si je sélectionne mes formes, vous voyez bien que l'outil dégradé ne me donne aucun résultat. Ça, c'est parce que nous devons enclencher le dégradé sur les formes tout d'abord à l'aide du panneau dégradé. Donc, nous allons nous rendre dans Fenêtre et choisir Dégrader des couleurs. Donc, ici, nous avons 3 types de dégradés. Premièrement, le dégradé linéaire, qui donc applique un dégradé de gauche à droite, de droite à gauche ou de haut en bas, etc. Le dégradé radial, qui lui, comme on peut le voir, applique un dégradé en arrondi à partir du centre, et un dégradé plutôt aléatoire qui nous permet de jouer avec les dégradés de manière beaucoup plus précise et personnalisée. Bon, commençons tout simplement par le type linéaire. Et ici, en fait, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que lorsqu'on applique donc un dégradé à l'aide du panneau dégradé sur plusieurs formes en même temps, eh bien, les dégradés se mettent de manière, comment puis-je dire ceci, individuelle sur chacune des formes. Donc, on peut voir ici, contrairement à ce qui se passe ici, on voit que le dégradé se fait de bas en haut, de haut en bas, de jaune à turquoise, tandis qu'ici, le dégradé est vraiment appliqué de manière individuelle sur chacune des formes. Et c'est là où l'outil dégradé vient jouer son rôle. Alors, si je prends mon outil dégradé, commande-clic pour sélectionner le tout, et que donc maintenant je fais un clic-glisse à l'aide de l'outil dégradé, donc l'outil G, on peut voir maintenant que j'ai bel et bien appliqué un dégradé à l'ensemble des objets qui sont sélectionnés. Ensuite, nous pouvons facilement contrôler le dégradé, donc en bougeant les pastilles qui se trouvent dans la barre de dégradé. Donc si je veux ici cette valeur un petit peu plus loin, un petit peu plus proche ici, si je veux contrôler donc l'emplacement du centre de mon dégradé, je peux le faire ainsi. Je peux également changer la couleur de mon dégradé tout simplement en double-cliquant sur les pastilles. Donc ici, si je remplace le noir par le jaune, ici je remplace donc le blanc par le turquoise, et bien voilà, le tour est joué. Je peux donc, comme je le disais, changer donc ces valeurs-ci sans problème, mais je peux également donc changer l'opacité des couleurs. Donc par exemple, si je veux que mon turquoise commence plutôt à 50% d'opacité, je n'ai qu'à le faire de cette manière-ci. Il est également possible de changer
en fait, d'ajouter des couleurs supplémentaires. Si nous mettons notre curseur en dessous de la barre de dégradé, on voit qu'il y a un petit plus qui apparaît, ce qui nous indique que nous pouvons donc maintenant ajouter des couleurs supplémentaires. Et bien voilà, maintenant, je vais pouvoir faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Et voilà, le tour est joué, n'est-ce pas merveilleux? Donc ici, en gros, c'est la manière dont le panneau dégradé et l'outil dégradé fonctionnent. Allons maintenant dans le calque miroir. Donc ici, nous allons voir comment l'outil miroir fonctionne. Donc ici, on le voit, cette forme-ci, nous voulons la dupliquer en miroir vers le bas. Donc je vais commencer par sélectionner ma forme et employer l'outil miroir qui est la touche O. Okay, donc, on peut le voir ici, O pour miroir. Dites-vous qu'il y a un O dans le mot miroir, donc c'est peut-être une bonne manière de le retenir. L'outil miroir, comme l'outil rotation, eh bien, par défaut, applique les miroirs et les rotations à partir du centre. On le voit ici, il y a une petite mire qui nous indique que le tout va se faire à partir de cet endroit-ci. Mais sachez qu'il est possible de demander à Illustrator d'appliquer le miroir ou la rotation à partir d'un endroit précis. Pour ce faire, il s'agit d'enfoncer la touche Alt ou Option sur votre clavier. Lorsque vous enfoncez cette touche, eh bien, 4 petits points apparaissent en bas à droite du curseur. Et là, à partir de maintenant, eh bien, peu importe où je clique sur mon plan de travail, eh bien, c'est à partir de là où se fera l'opération. Comme vous pouvez voir ici, donc, je peux donc contrôler, je change, on le voit là, mon objet pivote alentour de l'endroit précis où j'ai demandé que l'opération se fasse. Donc moi ici, ce que j'ai plutôt l'intention de faire, c'est de le faire selon l'axe horizontal ici. Et pour nous aider à mieux visualiser le tout, je vous invite maintenant à employer des repères. Donc, les repères. Pour pouvoir employer des repères, il faut tout d'abord s'assurer que nous avons les règles d'activer dans notre document. Les règles qu'on peut activer grâce à la commande R. Okay? Donc, le raccourci commande R fait apparaître et disparaître les règles. Si nous allons dans Affichage, nous pouvons voir ici, vis-à-vis règles, masquer ou afficher les règles, commande R. À partir de maintenant, donc, nous pouvons facilement donc, faire un clic-glisse à partir de l'une des règles et donc glisser ce repère exactement à l'endroit précis. Et moi, dans mon cas, je veux donc appliquer mon repère exactement à la base de mon objet. Et puisque j'ai les repères commentés d'activer, donc rappelez-vous que les repères commentés, commande U, eh bien, permettent donc de pouvoir magnétiser les objets facilement ensemble et ceci grâce également à magnétisme du point. Et donc, on peut voir ici les repères commentés. Il me dit que je suis en ce moment sur un point d'ancrage, sur un tracé, etc. Donc, à l'aide du magnétisme du point et des repères commentés, je peux donc facilement prendre un repère et le glisser précisément sur un tracé ou sur un point d'ancrage. Et c'est ce que je veux faire présentement. Après avoir appliqué un repère, il est toujours très important de s'assurer que celui-ci est verrouillé afin d'éviter de l'accrocher par inadvertance. Comme on peut voir présentement, mon repère est bel et bien verrouillé. Pour s'en assurer, donc si dans votre cas, ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un clic droit, verrouiller ou déverrouiller les repères. Moi, dans ce cas-ci, donc tout est beau. Alors maintenant vient le temps d'appliquer ce que nous voulons. Nous avons un repère pour mieux visualiser l'opération qu'on veut faire. Donc nous allons maintenant sélectionner la forme à l'aide de l'outil miroir O, faire un Alt-clic, dans le fond, n'importe où sur ce repère, puisqu'il s'agit de l'axe vertical à partir duquel nous voulons faire le miroir. En fait, plutôt l'axe horizontal à partir duquel nous voulons exécuter le miroir. Donc, Alt-clic sur le
repère et à partir de maintenant, donc, nous pouvons choisir l'option qui nous convient. Nous ne voulons pas ici choisir un angle en particulier, ni utiliser vertical, mais plutôt horizontal. On le voit donc, horizontal emploie l'axe horizontal pour pouvoir faire ce que nous voulons dans ce cas-ci précis. Si nous cliquons sur le bouton OK, ce qui va se passer, c'est que l'objet va tout simplement se déplacer là où on lui a demandé de le faire. Nous, ce que nous voulons, c'est plutôt appliquer donc une copie. Alors, si nous faisons Alt-clic avec l'outil miroir, horizontal, copier, eh bien, c'est parfait, c'est exactement ce que l'on recherche. OK, maintenant, rendons-nous dans le calque rotation. Alors ici, à l'image de ce que nous avons vu dans le calque miroir, vous allez voir, nous allons faire sensiblement la même chose à l'aide de l'outil rotation. Comme nous pouvons le constater, cette espèce de flocon de neige a été réalisé à l'aide de ce dessin-ci. Et donc, pour pouvoir réaliser ce qu'on a besoin, on va avoir besoin d'un repère, encore une fois, un repère vertical, parce que l'horizontal est déjà placé. Donc, je vais maintenant me rendre dans ma règle de gauche et faire un clic-glisse vis-à-vis. Donc, excusez-moi, je n'étais pas sur le calque, donc je retourne ici dans ma règle, donc un clic-glisse, et je vais glisser donc mon repère exactement sur un point d'ancrage, donc le point d'ancrage central de mon élément. À partir de maintenant, donc, nous pouvons facilement visualiser le centre à partir duquel donc, ma forme doit pivoter pour pouvoir réaliser le dessin. OK, donc maintenant, si je sélectionne le tout, je vais prendre l'outil R, R pour rotation, on peut le voir ici. Et si je fais donc un Alt-clic au centre, je peux donc maintenant choisir l'angle voulu pour pouvoir faire ce que je veux. Comme l'outil miroir, je peux donc appliquer ma rotation en cliquant sur OK, ou je peux plutôt donc appliquer ma rotation tout en faisant une copie. Et c'est ce que je veux faire présentement, tel qu'on peut le constater. Maintenant, il s'agit de déterminer l'angle avec lequel nous voulons faire notre transformation. Et pour pouvoir donc décider de l'angle, le calcul est fort simple. Donc, il s'agit tout d'abord de calculer le nombre de copies que nous avons besoin. Et dans ce cas-ci, nous avons besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 copies. Sachant qu'un cercle est composé de 360 degrés, si je fais 360 divisé par 8 copies, ça me donne un angle de 45 degrés. Alors ici, à rotation, si j'indique 45 degrés copier, voilà, le tour est joué. Et là, pour nous éviter de devoir répéter cette opération 6 autres fois, rappelez-vous qu'il existe la fonction répéter la transformation. Si je fais un clic droit ici et que je vais dans transformation, on voit que la commande commander, répéter la transformation, elle va nous permettre de appliquer à nouveau ce que nous venons de faire. Donc ici, si je fais commander, 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 et ainsi de suite, j'ai donc obtenu mon résultat tel que voulu, rapidement et presque sans effort. Rendons-nous maintenant dans le calque nommé concepteur de forme 1. Alright, donc ici, le concepteur de forme, cet outil avec lequel j'ai un petit peu de difficulté, non pas parce que je ne le comprends pas, mais parce que des fois, il y a des bugs. Puis je vais essayer, puis je vais faire mon possible pour démêler tout ça avec vous. OK, donc tout d'abord, comprenez que l'outil concepteur de forme fonctionne uniquement sur des formes qui sont superposées. Donc, on peut le voir ici que nous avons donc 2 cercles qui sont bel et bien superposés. Si les formes ne sont pas superposées, le concepteur de forme ne fonctionnera pas.
Le concepteur de forme nous permet de faire 3 types d'opérations. Il nous permet d'additionner des formes, de faire des intersections de formes ou des soustractions de formes. Donc ici, premièrement, nous allons nous concentrer sur les additions. Je vais prendre mon outil concepteur de forme, donc majuscule M qui est donc ici l'outil concepteur de forme. Si je sélectionne maintenant à l'aide de ma touche commande mes 2 formes, eh bien, on peut voir que mon concepteur de forme, par défaut, a un petit plus en bas à droite du curseur, ce qui nous indique qu'il est prêt maintenant à additionner les formes que nous voulons donc réunir, fusionner ensemble. Et pour ce faire, tout ce que nous avons besoin de faire est un clic-glisse à travers les différentes formes que nous voulons fusionner. Et voilà, c'est fait. Maintenant, donc, mes deux cercles sont rendus qu'une seule forme. Dans le deuxième exemple ici, nous allons plutôt utiliser la fonction d'intersection. Donc, on peut voir ici que les 2 cercles ont été décomposés en 3 morceaux, et ceci donc grâce à l'endroit où les 2 cercles se superposent. Donc, encore une fois, je vais prendre mon outil concepteur de forme, sélectionner mes 2 cercles ici au centre. Et là maintenant, eh bien, nous allons encore employer le concepteur de forme à l'aide du petit plus en bas à droite de l'icône, mais cette fois-ci, au lieu de faire un clic-glisse, on va plutôt faire un clic, parce que le clic, lui, nous permet donc de créer des nouvelles formes à partir des intersections. OK? Donc, le clic-glisse nous permet de faire une nouvelle forme à partir de plusieurs formes dans lesquelles on a fait un clic-glisse, mais le clic nous permet de créer des nouvelles formes selon les intersections. Donc, si je clique une fois ici, eh bien, je viens de me créer une forme. Et si, donc, je recommence l'opération, OK, si je fais clic, 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 eh bien, voilà, je viens de me construire 3 formes distinctes les unes des autres. Je vais donc maintenant aller dans mon nuancier et appliquer les bonnes couleurs aux bons endroits. Excellent. Maintenant, en dernière position, on va voir comment soustraire. Donc ici, on voit très bien que le cercle rouge a soustrait, donc a retiré, supprimé une zone dans le cercle mauve. Et par le fait même, le cercle rouge a également disparu. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner encore une fois mes 2 cercles. Je vais prendre mon concepteur de forme et cette fois-ci, je vais enfoncer la touche Alt pour pouvoir justement obtenir la version alternative de mon concepteur de forme. Et cette fois-ci, on peut voir qu'il y a un signe moins qui vient d'apparaître en bas à droite de mon curseur. Et bien maintenant, si je fais un Alt-clic, 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 je peux donc retirer, je peux supprimer toutes les parties qui sont donc superposées. Et si je fais un clic, donc un Alt-clic-glisse, je peux donc ici enlever plusieurs morceaux en même temps. Et c'est ce que je viens de faire. Donc, voilà en gros pour le concepteur de forme. Allons maintenant dans le calque concepteur de forme 2, où nous verrons donc une autre chose fort intéressante. Nous pouvons constater ici que cette forme-ci découle de la contreforme qui se trouve entre plusieurs formes qui se touchent. Donc ici, j'ai 4 cercles qui se touchent. Et à l'aide du concepteur de forme, eh bien, je vais me créer une nouvelle forme grâce à la contreforme, grâce au trou qui se trouve entre les 4 cercles. Alors, si je clique à cet endroit-ci, eh bien voilà, je viens de me créer maintenant une nouvelle forme. Et pour appliquer donc facilement la couleur sur cette forme-ci, je vais employer l'outil pipette, donc l'outil I, l'outil pipette, et cliquer tout simplement sur cette forme-ci. Et voilà, maintenant, le tour est joué. Si nous nous rendons dans le calque concepteur de forme 3, je veux tout simplement vous dire que, je pense qu'à partir de maintenant, on peut constater qu'une illustration comme celle-ci peut facilement être faite grâce au concepteur de forme. Ici, on a fusionné 4 cercles ensemble, on a supprimé, on a fait une soustraction grâce à un autre cercle, on a ici créé donc une forme de laquelle nous avons soustrait
deux autres formes, etc. Donc, vraiment, c'est un outil extrêmement puissant. Mais si nous allons dans le calque concepteur de forme 4, je veux vous mettre... je veux attirer votre attention sur un potentiel bug. Puis c'est ça que je vous disais tantôt, OK? Il faut faire attention avec le concepteur de forme, parce que si on ne fait pas attention, on peut avoir des complications. Donc ici, par exemple, si je sélectionne le tout, OK? Et qu'avec mon concepteur de forme, je sais pas, moi, je décide de faire ça. Eh bien, bon, j'ai, par exemple, le résultat voulu. Mais attention, regardez bien, si je décortique le tout, on peut voir que là, ça me crée un trou, puis que là, j'ai une duplication. Donc là, dans le fond, moi, mon résultat, je voulais avoir ce résultat-ci. Mais il y a une forme cachée en arrière. Cette forme verte qui est une espèce de rebut, comme un déchet qui est absolument pas voulu. Je n'ai pas voulu obtenir ce résultat. Et puis, eh bien, là, en ce moment, moi, je pense que mon illustration ne se sert que du mauve, du noir et du rouge. Mais si j'envoie ça à un imprimeur, il va me dire... Hey, t'as du vert dans ton illustration. Moi, je vais me dire, ben non, j'en ai pas. Mais oui, il y en a, puis il est caché. Ce qui nous donne donc, des fois, le concepteur de forme peut nous donner des résultats qui sont pas très propres. Des résultats qui cachent des formes derrière d'autres formes. Donc, je vous mets en garde. Puis, pour vrai, je pense que la meilleure pratique, OK, le meilleur moyen pour éviter ce problème, c'est de ne sélectionner que les formes que vous avez besoin. Encore une fois, je vais vous montrer un autre exemple, OK? Si je sélectionne le tout et que je prends mon concepteur de forme et que je décide, par exemple, de me créer une forme avec cette forme-ci et une forme avec cette forme-ci, eh bien, on peut voir que maintenant, ben, ça me crée un trou ici, puis ça me crée un autre trou, là, j'en voulais pas, je veux pas de trou, là, moi, tout ce que je voulais, c'était de me créer une forme ici. Ben, ça, c'est parce que j'ai, au préalable, sélectionné tout le kit, OK? Donc, si moi, là, je veux me créer une forme ici, mais pourquoi sélectionner, pourquoi sélectionner, donc ici, tout est revenu à la normale, pourquoi sélectionner le tout? OK? Moi, si je veux me créer une forme grâce à la superposition du carré et de l'ovale, eh bien, je n'ai qu'à sélectionner l'ovale et le carré. Et là, maintenant, avec l'outil concepteur de forme, cliquez au centre. Et là, maintenant, ben, j'ai bel et bien créé ce que je voulais, sans avoir de rebut, sans avoir de détritus en arrière, puis de saleté. OK? Donc, faites attention avec l'outil concepteur de forme. Vérifiez toujours en déplaçant vos éléments pour voir s'il n'y a pas des duplications cachées en arrière. Puis surtout, sélectionnez seulement les morceaux dont vous avez besoin pour faire ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous montrer un outil que je préfère qui s'appelle le Pathfinder. Donc, si nous nous rendons dans le calque nommé Pathfinder, eh bien, on va voir donc l'outil. En fait, c'est pas un outil, c'est un panneau. Donc, on va se rendre dans Fenêtre, Pathfinder ici, et puis donc vous allez voir que le Pathfinder, moi c'est comme ça que j'ai appris donc à fusionner des éléments, à diviser des éléments. Le Pathfinder, c'est quelque chose qui existe depuis quasiment le début d'Illustrator. C'est un panneau, un outil qui a fait ses preuves depuis plusieurs décennies. C'est un outil qui est super propre, super efficace, puis qui surtout nous montre exactement ce qu'il va faire. Okay? Donc ici, on peut voir que ce qu'on va faire ici, donc on va sélectionner les deux cercles et on va cliquer sur le bouton Réunion. Et je pense qu'on peut le voir, là, ça nous le dit. L'icône est claire. Ça va fusionner les deux cercles ensemble. Excellent. Ici, soustraction. Si je pèse sur le bouton soustraction, regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Donc, ce qui vient de se passer, c'est que l'élément qui est par-dessus l'autre, eh bien, s'efface ainsi que l'élément qui est en dessous, la partie qui est vis-à-vis en dessous. Donc ici, mon rectangle mauve va effacer la partie du cercle qui est en dessous. Donc je sélectionne les deux. Et voilà, intersection. Donc ici, encore une fois, je pense qu'on va très bien comprendre que l'intersection donc va nous donner comme résultat seulement ce qui est au centre, seulement ce qui est commun aux deux formes, donc l'intersection. L'exclusion, tant qu'à lui, va faire le contraire, va enlever ce qui est
au centre. Et le bouton division, tant qu'à lui, il va tout diviser en petites formes, comme on peut voir ici. Donc, on peut le voir, là, c'est très facile à comprendre, ça fonctionne super bien, il n'y a vraiment pas de problème là-dedans, puis les petits dessins, ils nous montrent exactement ce qui se passe. Puis, je vais vous montrer une affaire supplémentaire qui, j'espère, va vous inciter à utiliser l'outil Pathfinder. Donc là, ici, j'ai fait des commandes Z pour revenir au début. Et je veux vous montrer maintenant que si on enfonce la touche Alt lorsqu'on clique les boutons, eh bien, le tout se fait de manière non destructive. Regardez bien ici. Alt-clic pour réunion. Les deux cercles se sont réunis, mais sont encore divisés. Si je clique là-dessus, Alt-clic sur soustraction, ça me donnait le même résultat que tantôt, mais de manière non destructive. Intersection, Alt-clic, n'est-ce pas merveilleux? Exclusion, Alt-clic, etc. Donc, vous voyez là à quel point le Pathfinder est intéressant. Donc, c'est vraiment libre à vous d'utiliser le concepteur de forme ou le Pathfinder, mais moi, à la fin, je veux des résultats propres, nets, précis. Rendons-nous maintenant dans le calque nommé pipette et couleur globale. Donc, nous avons vu, il y a quelques instants, l'utilisation de la pipette. Donc, ici, par exemple, si je veux que mon carré vert devienne mauve, je n'ai qu'à utiliser ma pipette, donc l'outil I, pipette, et cliquer sur l'objet. Si je veux qu'il devienne rouge avec un contour mauve, je peux faire la même chose. Donc, l'outil pipette est extrêmement intéressant pour pouvoir, donc... échantillonner des couleurs et les appliquer sur des formes très rapidement. Maintenant, parlons couleur globale. Donc, je vais me rendre dans mon nuancier et comme nous pouvons le constater, mon nuancier est pourvu de couleurs qui sont en quasi-totalité des couleurs globales. Comment est-ce possible de le savoir? Eh bien, les couleurs globales sont identifiées à l'aide d'un icône carré qu'on peut retrouver ici à droite. En bas à droite de l'icône de la nuance se trouve un triangle blanc, ce qui nous indique également que la nuance est une couleur globale. Et si nous double-cliquons sur la nuance, eh bien, on peut voir ici que global est bel et bien coché. Qu'est-ce qu'une couleur globale? Eh bien, c'est votre meilleur ami. La couleur globale vous permet donc de changer d'idée à n'importe quel moment dans votre flux de travail pour changer donc la couleur de tous les éléments dans votre illustration comportant cette couleur à tout moment. Mais ceci à la seule condition que les éléments qui sont dans votre illustration aient été colorés à l'aide de couleurs globales au départ. Okay, regardez bien ce que je veux vous dire. Okay, on va se créer des couleurs là, à part entière, là, tout le monde ensemble, puis vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, créons-nous une couleur, tout d'abord. Donc, je vais double-cliquer sur mon fond ici, et puis, donc, je vais me créer, je sais pas moi, ce beau petit lilas. Excellent, OK. Je vais prendre la nuance, je vais la glisser dans mon nuancier. Maintenant, si je dessine des formes à l'aide de cette couleur, qui n'est pas encore globale, soit dit en passant, on le voit ici, là, je n'ai pas double-cliqué sur la nuance pour cliquer global. On voit qu'il n'y a pas de triangle blanc ni de carré ici. Alors là, maintenant, puisque j'ai dessiné ces formes, OK, à l'aide d'une couleur qui n'est pas globale, si je désélectionne, donc ici on voit là, les formes sont sélectionnées, si je les désélectionne et que je double-clique sur ma nuance et que je la rends globale, eh bien maintenant, si je change cette couleur-ci, vous voyez qu'il n'y a aucun impact sur mes formes, sur la couleur de mes formes. Et ça, c'est parce que, donc, j'ai colorer ces formes à l'aide d'une couleur qui n'était pas globale au départ. C'est pour cette raison qu'il est toujours, donc comme je viens de vous le mentionner, toujours important de créer vos couleurs et de les rendre globales au tout début avant n'importe quoi, là, avant de commencer votre illustration. Donc là, ici, je me suis créé une couleur. Maintenant, je vais la nommer adéquatement, donc lilas.
Et puis, je vais... Donc, bon, là, ça m'embête. Est-ce que Lila porte un S? Je pense que oui, hein? Lila, du Lila. Excusez-moi, je suis faite de même, j'ai pas le choix. Lila avec un S. Excellent. Donc, Lila. Et puis ici, je vais cliquer sur le mot global. Boum, super. Et maintenant que ma nuance est globale, eh bien maintenant je peux dessiner avec. Et là maintenant, puisque mes formes sont dessinées à l'aide d'une couleur globale, eh bien si ces formes-ci sont désélectionnées, eh bien je peux en tout temps changer l'aspect de ces formes. Okay? Donc, voilà l'importance d'une bonne méthode de travail avec les couleurs globales. Les couleurs globales sont vos meilleurs amis, mais à la condition de les utiliser adéquatement. Avant de passer à autre chose, j'aimerais vous mentionner un dernier truc par rapport aux couleurs globales, c'est qu'il est possible de les fusionner. Par exemple ici, si j'aimerais que le vert ici, je vais renommer ceci vert, juste pour pas vous... Ah oui, la nuance est bon. Je vais l'appeler lime. OK, donc, si mon lime, je veux remplacer mon lime par mon rouge, OK? C'est très facile. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de sélectionner tout d'abord la couleur avec laquelle je veux remplacer l'autre. Donc ici, je vais sélectionner rouge, puisque je veux remplacer mon vert par mon rouge. Donc, je sélectionne rouge. Et par la suite, à l'aide de la touche commande, je sélectionne la couleur que je veux changer. Donc, je sélectionne la couleur avec laquelle je veux changer en premier et ensuite, à l'aide de commande, je sélectionne la couleur que je veux changer. Ensuite, je me rends dans le menu du panneau nuancier et je sélectionne fusionner les nuances. Et voilà, mon lime a disparu et a été remplacé par mon rouge. Excellent. Maintenant, rendons-nous dans le calque nommé alignement. Dans celui-ci, nous verrons différentes choses telles que l'alignement et en fait la répartition, ça sera dans un autre calque. Donc ici, l'alignement. Si nous voulons aligner rapidement plusieurs éléments ensemble, comme par exemple ici, si nous voulons que nos trois formes soient alignées par en haut, eh bien tout d'abord, nous devons sélectionner ces formes. Ensuite, nous pouvons nous rendre dans le panneau alignement, mais nous pouvons également, et je vous le répète, accéder le tout grâce au panneau propriétés. Donc, on voit là que le panneau propriétés est pas mal indispensable. On peut pas mal tout faire, même le Pathfinder est dans le panneau propriétés. Et ici, dans la zone alignement, eh bien, nous avons accès aux différentes manières d'aligner. Donc ici, puisque je veux aligner chacune de mes formes à partir du haut, eh bien, je n'ai qu'à sélectionner l'icône qui me permet de le faire. Et ici, on le voit, alignement vertical en haut, il y a une ligne par-dessus des rectangles. Ben, d'après moi, c'est ça. C'est ça qui est ça. Si je veux les aligner vers le bas, si je veux les aligner par le milieu, et voilà, c'est fait. Je pense qu'on a bien compris le tout. Il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire avec ceci grâce aux différentes options qui sont là, mais ça, je vais vous en parler une autre fois. Rendons-nous maintenant dans le panneau calque, dans le calque nommé répartition. Donc ici, comme on peut voir, eh bien, mes différentes formes sont réparties avec exactement le même espace. Okay? Tandis qu'ici, à droite, mes formes, eh bien, il y a moins d'espace ici que là. Eh bien, pour ce faire, je n'ai qu'à sélectionner mes formes, encore une fois, aller dans mon panneau alignement, mais vous le voyez, là, la zone alignement dans mon panneau propriété ne me donne pas les options de répartition. Pour ça, je dois cliquer sur les trois petits boutons ici et là, maintenant, ben, mon panneau alignement avec les paramètres de répartition viennent d'apparaître. Et là, moi, ce que je veux faire, eh bien, comme le dessin indique ici, je veux distribuer verticalement l'espace entre mes objets. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-ci. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Ben, c'est fort simple. Ça ne fonctionne pas tel que je le veux, tout simplement parce que mes objets ne sont pas associés. On le voit là ici, là, okay, que j'ai mon élément ici est composé de deux formes. Deux formes. Et ces formes-ci, avec ma flèche noire, on peut voir
que ces formes-ci donc, doivent être associées. Donc, si je fais commande Z et que je sélectionne ces formes et que je fais commande G, rappelez-vous, commande G, je vais faire commande Z ici, donc commande G est associé, commande G. Donc, je sélectionne ceci, commande G, je sélectionne ceci, commande G, et voilà commande G. Donc, maintenant, avec ma flèche noire, si je déplace ces éléments, eh bien, ils se déplacent tel qu'un seul. Et maintenant, donc, lorsque je vais répartir le tout, eh bien, ça va bien se passer puisque la répartition va considérer chacun de ces éléments comme étant un seul. Ce qui veut dire que maintenant, paf, ça fonctionne très bien. Contrairement à tantôt où, avant d'avoir fait les commandes G, alors ici, ce qui s'est passé, c'est que le tout a fonctionné, excepté par rapport aux objets individuels. Maintenant, en dernière position, rendons-nous dans le calque nettoyage. Le nettoyage. Donc, rappelez-vous qu'avant de rendre un document à un professeur, à un collègue de travail, à un imprimeur, à un client, il faut toujours s'assurer que notre document est propre. Et propre veut dire un nuancier propre et un plan de travail propre. Ici, ça a l'air bien beau, mais si je me rends en mode tracé, commande Y, affichage, tracé, commande Y. Commande Y, moi j'appelle ça le mode rayon X. Le mode tracé, donc, me permet de voir à travers mes formes. Et ici, ce qui me semblait être propre en mode aperçu, eh bien, ne l'est absolument pas en réalité. On voit ici que j'ai un point isolé qui a une couleur à l'intérieur, mais qu'on ne voit pas parce qu'il s'agit d'un point isolé. On voit qu'on a donc ici une forme vide, un champ de texte vide, un autre point isolé. Bref, ça là, c'est de la poussière en dessous du tapis qu'on veut absolument aspirer. Puis pour le faire, c'est vraiment facile. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de s'assurer que le calque ciblé soit bel et bien activé, que ce calque soit déverrouillé et donc par la suite aller dans Objet, Tracer, Nettoyage. Et là, à partir de maintenant, on peut voir qu'on va nous demander si on veut bel et bien supprimer les points isolés, les objets invisibles et les tracés de texte vide. Toutes des choses qui sont là présentement. Et si je fais OK, eh bien voilà, c'est fait. Mon document est maintenant propre. Là, je l'ai fait sur un seul calque. Si vous avez un document avec plusieurs calques, eh bien, c'est important d'activer tous les calques, s'assurer qu'il n'y ait aucun calque de verrouillé et de faire la même opération objet, tracé, nettoyage. Et maintenant, ça me dit que aucun nettoyage est nécessaire. Ça veut dire que parfait, mon document est propre. Tout ce qui me reste à faire maintenant, eh bien, c'est de retirer les nuances qui ne sont pas utilisées de mon nuancier. Donc, c'est vraiment simple. Je me rends dans mon nuancier, je vais dans le menu en haut à droite et je clique sur sélectionner les nuances non utilisées. Et on voit que j'ai prévu le coup, donc ici, avec une nuance non utilisée, que l'on peut tout simplement jeter à la poubelle en la glissant sur la poubelle ou tout simplement en sélectionnant la nuance et en cliquant sur la poubelle. Alors voilà, nous avons fait le tour maintenant de toutes les révisions et nous pouvons à partir de maintenant passer à l'attaque. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.